Outdoor Podcast revient pour une deuxième saison avec notre recette pour décrypter les tendances de l'outdoor. Aller sur le terrain, tendre notre oreille de journaliste, écouter et raconter. Si on veut leader un changement, il faut que sa décision d'achat aille dans le sens du changement qu'on vise. Je crois que le Covid nous montre depuis quelques semaines, depuis quelques mois, qu'on a des pratiques qui nous mettent dans des impasses. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Outdoor Podcast saison 2. Le Covid a accéléré la demande déjà croissante de produits fabriqués en France et en Europe. Nous sommes allés à la rencontre de Julien Durand de Picture, de Vincent Defrane de Hayak, nouvelle marque de vêtements de ski de randonnée, de Gilles Réguillon, patron de Chamatex, un industriel spécialisé dans le textile, et de Grégory Pesset du studio Jonathan et Fletcher, afin de savoir si produire des produits outdoor en France est possible, et si oui, à quel prix pour le consommateur. On arrive chez Picture par une belle journée d'été. Julien est en pleine réunion pour finaliser les choix de produits de la collection à venir. À travers l'exemple du t-shirt en coton, Julien va nous expliquer le fonctionnement de la cascade de marge et pourquoi Picture ne produit pas en France. Donc on va prendre l'exemple d'un t-shirt en coton. Un t-shirt en coton, on l'achète 7,50 €. Nous, on le vend 13 €. Et un magasin va le vendre 30 €. Donc on peut se dire, oh là là, le magasin, il se gave. Et finalement, là-dessus, déjà, il faut se dire qu'il y a 6 € de TVA. Donc en réalité, il le vend 24. Et donc là-dessus, on voit que cette cascade de marge, elle vient couvrir la plupart des frais fixes de l'entreprise et une toute petite partie de la marge. Si vous regardez une entreprise comme Picture, la rentabilité, c'est 2%. Donc quand on gagne 100, quand on vend pour 100, on gagne 2. Et ce modèle à 3 échelles fait que d'un produit acheté 7,50 €, il finit à 30 € sur les étalages. Et la réflexion de la relocalisation pour des produits plus techniques, parce qu'un t-shirt, il y a peu de façons, donc on arrive à produire à un prix à peu près raisonnable en Europe qui permet d'avoir ces 3 niveaux de prise de valeur sur un produit très technique. Aujourd'hui, l'Europe fait quasiment doubler le prix du produit. Donc on arrive sur un modèle économique où est-ce que vous êtes prêt à acheter une veste de ski non Gore-Tex à 600 €? Tout le monde dira non, aujourd'hui, ce qu'on appelle le value for money, la valeur d'usage, aujourd'hui on va dire non, la valeur d'usage n'est pas suffisamment bonne, donc je n'achète pas le produit. Donc le produit est mort-né. Comment font alors les marques qui proposent des vêtements de moyenne gamme produits en France ? Est-il réaliste d'imaginer que de plus en plus de marques vont proposer des vêtements fabriqués en France ? Pour que cela soit réaliste, on a 2 directions. Il y a une direction qui est la vente directe. Donc on voit toutes les marques qui montent leur site de vente directe. On sait qu'aujourd'hui, ce fameux modèle en cascade à 3 acteurs, il ne permet pas de créer en Europe un produit technique, puisqu'on disait que de vendre le produit technique 3 fois le prix qu'il vaut et au même prix que le plus haut de gamme du marché pour un produit moyenne gamme, ça ne fonctionnerait pas. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à squeezer un intermédiaire. Donc là, il y a une possibilité pour les marques, autant qu'elles soient, de se dire, c'est le modèle 1083 avec ses jeans, on a vachement de respect, on les prend souvent en exemple pour cette marque. Aujourd'hui, leur modèle, c'est essentiellement de la vente directe, qui fait que ils peuvent acheter un produit beaucoup plus cher au niveau de l'industriel. À la fin, quand il est livré au consommateur final, la marque peut manger avec la marge qu'elle génère, et elle a réussi à boucler la boucle d'un produit produit en local. C'est un modèle un peu à 2 vitesses où aujourd'hui, pour préserver un pan de notre économie, on est obligé, à date, d'avoir cette production délocalisée. Et sur un autre pan de l'économie où les marques pourraient faire des ventes directes, des choses comme ça, ou des petites collections dédiées à des marchés pour des besoins spécifiques, il y a cette possibilité d'aller chercher du produit local. Mais il y a une complexité qui est bien au-delà de j'appuie sur un bouton et ma prod, elle est faite en France ou en Allemagne et c'est très bien. L'apport économique d'une marque ne se réduit pas à la localisation de sa production. En France, une marque qui développe des produits emploie des designers, des modélistes, des chefs de produits, des commerciaux et des communicants. Et elle fait travailler les magasins qui revendent ces produits. Julien nous explique toute la valeur ajoutée que produit une marque au-delà même de son lieu de production. Dans un produit, il ne faut pas oublier que la création de la valeur ajoutée du produit est ce qui crée de l'emploi, ce qui crée de la taxe, de l'impôt pour notre État. C'est pas que la production. Parce que quand on prenait l'exemple du t-shirt tout à l'heure, finalement, sur ces 7,50 € que coûte le t-shirt, l'usine gagne 3 €. Donc ça, c'est la marge que fait l'usine. Donc en fait, si on produisait en France, on ferait 3 € de valeur ajoutée. Mais par contre, derrière, la marque qui, elle, vend, elle gagne 6 €, elle paye des impôts là-dessus. Le magasin en France qui vend, et on prend des employés, il prend des employés, et lui, également, il va payer sur ses 12 €, 20% d'impôts, disons, il va payer 3 €. Et donc finalement, en France, dans la création de valeur, et à quoi
l'argent généré est utilisé, ça sert à financer de l'emploi, de l'immobilier, de l'impôt, de la taxe. Et donc, l'enjeu, il n'est pas que dans la production. Donc, il y a un enjeu de production qui est un enjeu environnemental, parce que si on arrive à produire près du lieu où on livre, ça, c'est un vrai enjeu. Et du coup, c'est savoir s'adapter au territoire de diffusion et de distribution. Donc, ça pourrait être une prod USA pour l'Amérique du Nord, une prod, disons, Roumanie ou Italie ou n'importe quoi, ou France pour l'Europe, et ce qu'on a dit tout à l'heure, une prod Japon pour le Japon. Et ça, c'est beaucoup plus cohérent. Et le deuxième gros enjeu, c'est l'enjeu économique pour rendre le modèle viable, donc qui peut passer aussi par de la vente directe pour amener des programmes de relocalisation et qui permettrait, en cas de grosse crise, si demain on avait une épidémie qui est nettement plus grosse que le Covid, parce que c'est ni plus ni moins qu'un avertissement de 3 mois, mais si ça avait duré 6 ou 8 mois, c'est tout un pan de notre pays qui serait écroulé. Donc là, c'est comment on peut pallier à ça. Et là, pour le coup, je pense que ne pas mettre nos œufs dans le même panier et imaginer un modèle économique différent avec de la production locale en vente directe, ça peut être aussi un élément qui sécurise à la fois l'entreprise qu'on a créée, qui sécurise ses emplois et qui sécurise des détaillants et des partenaires qui, eux, attendent de la marchandise à vendre également. Parce que si on ne peut pas l'approvisionner, eux, ils ne peuvent pas en vendre non plus. Si le modèle Picture de produire de grands volumes tout en maintenant des prix accessibles avec des matières plus respectueuses de l'environnement ne permet pas de produire localement, de nouvelles marques se créent aujourd'hui avec dans leur ADN une fabrication locale à l'échelle européenne. C'est l'objectif de la marque de vêtements de ski de randonnée, Hayak, qui vient d'être créée par Vincent Defrane, le biathlète champion olympique. Vincent, est-ce que tu peux faire le point avec nous sur la provenance des matières et le lieu de production des vêtements Hayak ? Ouais, alors sur la collection qu'on est en train de finaliser, on a des matières qui viennent d'Italie, de France, de Suisse, d'Allemagne et du Portugal. On est sur ce petit écosystème qui sont des pays qui se touchent tous. L'usine avec laquelle on va travailler est au Portugal. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas trouvé plus près. Malheureusement, je dis parce que ce serait bien aussi de faire certaines choses en France, de faire certaines choses en Suisse. Mais le constat qu'on fait, c'est que la technicité qu'on le recherche pour avoir des vêtements durables et performants, en France, on n'a pas trouvé aujourd'hui. Finalement, pourquoi produire en Europe ? On s'est d'abord concentré sur le fait de diminuer les distances. Avec ce parti pris local, beaucoup de notre fil de polyester recyclé vient de la région de Turin. On l'envoie en France pour être tissé, et puis il est confectionné au Portugal. Ce qui, dans cet univers, reste un cycle très court. Est-ce que le coût pour le consommateur est important ? On n'est pas en entrée de gamme, c'est sûr, pour 2 raisons. C'est pas ce qu'on veut faire. On veut faire des vêtements exigeants et de qualité, et puis on rajoute la contrainte de local, avec des prix européens, et puis des qualités environnementales. Donc tout ça, mis bout à bout, fait un vêtement hyper performant au niveau environnemental, et ça a un certain prix. Dans cette démarche de réduction des distances, produire localement, ça n'est pas nécessairement produire en Europe, mais au plus près du consommateur. Dès le début et pour toujours, ce qu'on veut, c'est limiter l'ensemble des impacts environnementaux de la marque et de ses vêtements. Et le côté transport, déplacement, des vêtements, des matières, c'est un des gros postes. Donc là-dessus, c'est un des fondamentaux, un des incontournables, maintenant et pour toujours. Ce qui veut dire qu'en effet, tant qu'on ne vendra pas en Asie, on ne fabriquera rien en Asie. Ce qui veut dire que si un jour Hayak allait sur un autre continent, on aurait, pour cette partie du business de la marque, la même conception et la même conviction de faire en local. Produire de façon plus raisonnée, c'est également sourcer des matières en local. Nous sommes donc allés à la rencontre de Gilles Réguillon de Chamatex. Cet industriel spécialisé dans les tissus techniques fabriqués en France travaille aussi bien avec le secteur de l'ameublement que l'outdoor. Son produit phare, un tissu breveté utilisé sur les chaussures de running, s'appelle Matrix. Gilles, avez-vous constaté une hausse des demandes pour une fabrication en France ? Bon, alors déjà, il y a 2 catégories. Sur le tissu Matrix, aujourd'hui, on est un petit peu seul sur le territoire, donc c'est pas un retour sur une fabrication française, c'est utilisation d'un produit ultra technique qui correspond aux besoins
du consommateur et aux besoins de la marque. Comme il est français, il est acheté en France. Après, concernant des produits qui vont rentrer dans la composition d'une doudoune, dans la composition d'une veste technique, des empiècements, des choses comme ça, clairement, on sent un regain de la part des marques de outdoor. Tout ce qui est sustainability, qui est vraiment très développé sur les polyesters recyclés, sur une trace carbone minimum, enfin tout ça. Et je pense que les marques de outdoor qui tirent quand même vers le technique, mais qui tirent aussi vers le vert, sont très sensibles à ça. Et pour finir, je pense que leur clientèle est aussi variée. Elle s'adresse aussi à des jeunes et la nouvelle génération de plus en plus sensible à ce côté Made in France. Les produits Made in France sont généralement plus chers. Comment faire pour proposer du Made in France accessible à tous ? De façon brute, oui, on ne peut pas se battre. Après, il faut imaginer des nouvelles façons de produire et l'automatisation fait partie des bras de levier pour diminuer les coûts, ça c'est certain. Pour exemple, le projet que l'on a de relocaliser la fabrication de chaussures, donc ça c'est une nouvelle usine qui arrivera mi-2021, qui sera, je pense, la pépite de Chamatex. On va investir énormément dans le process pour avoir un coût compétitif. Cependant, qui dit investissement, dit amortissement, voilà un petit peu la clé du succès, c'est qu'il faut aller suffisamment loin pour réduire le nombre de main-d'œuvre directe, et il faut que on puisse avoir une cadence suffisamment importante, qu'on puisse travailler en 2 équipes, 3 équipes de week-end pour amortir un maximum les investissements. Voilà une des clés du succès. Au-delà des emplois créés, quels sont les avantages pour une marque à produire au plus près de son lieu de conception ? Il y a un autre paramètre qui est très important, c'est le délai, c'est la qualité, c'est la flexibilité, même plusieurs, vous voyez. Et tout ça, on peut l'avoir et on peut le maîtriser que quand on a notre site de production. Nous, on a notre R&D qui est à côté de la production à côté de la logistique. Tout ça nous donne une flexibilité, une agilité. Et je pense que le dirigeant moderne doit être agile. Parce que le monde va très très vite, il faut s'adapter à une vitesse grand V. Et aujourd'hui, plus on va loin dans la maîtrise, plus on maîtrise son destin. Pour conclure sur la question de la production au plus près de l'utilisateur, nous sommes allés chez Jonathan & Fletcher. Ce studio de design créé en 1984 propose un service de recherche et développement de produits pour les marques, de l'idée du produit à sa production en passant par la recherche de matière. Grégory, est-ce que cet engouement pour la production en France se faisait sentir déjà avant la crise du Covid ? C'était des sujets qui étaient déjà très présents toutes ces dernières années. On parlait déjà de produire en France, ou en tout cas produire plus proche Europe de l'Est, ou même Euromade, quoi. On parlait beaucoup d'Euromade. Mais on faisait vraiment qu'en parler. Et je pense que cette crise nous a fait nous rendre compte effectivement qu'on a délocalisé énormément de savoir-faire et qu'aujourd'hui finalement quand ces pays dans lesquels on a placé tous nos savoir-faire, toutes ces productions, quand ils s'arrêtent, on a tout le reste du monde qui s'arrête et puis on n'est plus capable d'avoir ni de téléphone, ni de textile, ni de médicaments et ni même des masques. Est-ce que tu peux nous expliquer comment les savoir-faire se sont délocalisés et pourquoi on a perdu cet outil de production en France ? Quand Jonathan & Fletcher a été démarré, il y avait déjà cette notion de Made in France et on a vu les savoir-faire et la production se délocaliser de pays en pays et d'aller à chaque fois un petit peu plus loin. J'ai ce sentiment en tout cas qu'on est en train de faire une boucle et qu'on en revient finalement à se dire allez ok on peut produire en France, on peut produire plus proche et que on est en train de revenir dans quelque chose de un peu plus sensé. Quand on a exporté ces savoir-faire, on a aussi exporté le contrôle qu'on avait sur ces savoir-faire et donc aujourd'hui on se rend compte que pour pas mal de marques, ils ne sont plus propriétaires de ce qu'on appelle le patrimoine de marque, c'est-à-dire de leur propre patronage par exemple. Et ça a été le cas pour certaines marques quand ils ont voulu rapatrier certains de leurs produits sur des productions Europe. Finalement on se rend compte que c'est impossible de se faire d'avoir les patronages, qu'il faut tout redévelopper et repasser par une case de développement, de R&D, de mise au point, d'innovation,
alors que c'est quand même la base, quoi. Quand ça fait 20 ans qu'on produit des vêtements, on doit pouvoir avoir accès à ces archives. Fort des 36 ans d'expérience de Jonathan et Fletcher, est-ce que pour toi ce projet de relocalisation en France est réaliste ? Je pense qu'il est, il est complètement réaliste et on voit aujourd'hui, alors que, comme je le disais juste avant, d'une part il y a ces grosses marques qui eux veulent rapatrier une partie des productions pour un peu plus de contrôle, un peu plus de sens et arrêter finalement de surproduire des produits dont personne n'a besoin. Et c'est un peu un non-sens de se dire, bon allez, chaque année il faut que je fasse une parka, une doudoune, un pantalon, puis que j'essaye de les vendre au même consommateur. L'air de dire, finalement on fait des produits qui sont pas suffisamment durables, donc il faut vraiment que tu viennes en racheter chaque année sur consommation. Produire en France, ça représente un surcoût pour le consommateur qui achèterait moins de produits. On s'éloigne du modèle économique actuel des marques. Et on peut apporter des choses un petit peu nouvelles, je pense des visions complètement nouvelles, et qui n'empêchent pas d'aller chercher de la croissance, mais autrement que par de la quantité. Peux-tu nous dire où sont fabriqués les produits outdoor en Europe ? Les lieux où on peut fabriquer de l'outdoor aujourd'hui en Europe, ils sont assez divers et variés. En étant le plus proche, il y a la France, l'Italie. Après, on peut en trouver au Portugal, en Tunisie, en Roumanie, Lituanie, Pologne, qui sont aussi des pays où il y a beaucoup de savoir-faire. De très beaux ateliers, de très beaux savoir-faire. Les jeunes sociétés qui se créent ces derniers temps, post-Covid, se disent tous, tiens, on doit être en mesure de produire des séries en France. Alors, peut-être des plus petites séries, se dire tiens on fait que 100 pièces, 100 shorts, 100 t-shirts, etc. Mais on essaye de les faire en France avec des matières françaises. Et puis quand il n'y en a plus, ça nous permet aussi de faire ce qu'on appelle là du test and learn. Donc en fait, je produis des petites séries que je lance tout de suite sur le marché. Ça me permet de tester, d'avoir le retour des consommateurs et dans un second round de production, de pouvoir intégrer un petit peu ce que les retours consommateurs. Donc finalement, on fait évoluer le produit en intégrant l'avis du consommateur, donc on est vachement plus juste, ça a beaucoup plus de sens. Quels sont les produits pour lesquels ce sera pertinent de produire en France ? La production en France, oui, mais pour du produit à forte valeur ajoutée ou assez technique entre guillemets. Sur des matières techniques où aujourd'hui on est tout à fait capable de trouver de superbes choses en France. Ouais. Il y a de très belles maisons qui savent faire des produits très très techniques. Ouais. Pour toi, le besoin de Made in France exprimé par le consommateur, il correspond à quoi en fait ? On a envie de savoir ce qu'on mange, on a envie de savoir ce qu'on consomme. Donc que ça soit dans le textile, la nourriture, dans nos vies de tous les jours, on veut du sens. Produire en France ou en Europe serait finalement plus que juste une utopie. Les marques sont prêtes à s'y engager à condition d'être suivies par les consommateurs. On laisse le mot de la fin à Julien Durand sur cette question. Le consommateur décide d'un droit de vie ou de mort avec son porte-monnaie. Parce qu'avec son porte-monnaie, c'est le plus gros acte d'engagement tel qu'il soit politique ou économique. Si aujourd'hui, il dépense de l'argent dans des choses qui n'ont pas de sens et qui viennent de l'autre bout du monde, et ça veut dire qu'il s'en fout. Et si aujourd'hui, il dépense de l'argent que dans des choses qui ont du sens et qu'il n'achète plus ces biens de consommation qui pour lui n'en ont plus, qui viennent de l'autre bout de la Terre, à ce moment-là, les bases changeront. Mais le pouvoir est dans les mains du consommateur. Outdoor Podcast est une production du studio Murmure. Merci à toute l'équipe, Clotilde Drouet au micro, Jérémy Rassa à la mise en onde, Pierre Sédou pour l'illustration, Nathalie Écuère pour tout le reste et Guillaume Desmurs à la réalisation.